Para iniciar, me permito presentar al doctor Jean-Michel Péguez, quien nos ofrecerá la conferencia magistral Transformación de las prácticas educativas inclusivas desde un enfoque sistémico, una introducción a los tutores de resiliencia. Esta conferencia, como usted bien sabe, está dictada en francés, por lo que las personas que ya cuenten con la diadema podrán escuchar la traducción simultánea y también las personas que están usando su teléfono celular y sus audífonos, les hemos mandado por el chat, es la misma liga que la vez anterior y recuerden que tienen que seleccionar la opción traducción para que después seleccionen ahí español y después le dan finalizar y con eso ya pueden escuchar la traducción, obviamente en español, ¿no? También los que gusten participar con sus preguntas pueden utilizar el código QR que se encuentra en la parte de atrás de su gafete. El doctor Jean-Michel Péguez es profesor titular en Ciencias de la Educación y de la Formación en la Universidad de Lorena en Francia y director del Polo Científico Conocimiento, Lenguaje, Comunicación, Sociedades. Además, es miembro del Laboratorio Interuniversitario de Ciencias de la Educación y de la Comunicación. Su investigación se centra en las dinámicas institucionales y las tensiones entre inclusión, normas y poder educativo. Es especialista en microviolencias y microatenciones en contextos educativos, analizando cómo las instituciones pueden fomentar la agencia individual mientras cuestionan prácticas y actitudes normativas. Vamos a ceder la palabra al doctor Jean Michel con este afectuoso aplauso. C'est mieux. Bonjour, donc un grand merci à chacun d'être là malgré l'heure tardive. Un grand merci aux organisateurs de ce colloque. Hein. Je les ai écrits pour les signifier parce que c'était quelque chose d'improbable. Alors c'est improbable parce que je ne parle pas un mot d'espagnol. C'est un truc de fou. Je ne parle pas un mot d'espagnol. Me retrouver ici au Mexique, c'est quelque chose d'improbable. Et donc, à toute cette belle présentation, on peut rajouter que je suis un maître ignorant. Voilà. Donc, on va commencer par là. Donc, je vais essayer de donner quelques idées de cette question euh, qui se pose pour transformer les pratiques éducatives à partir d'une approche systémique. Systémique, c'est du point de vue de l'organisation et une introduction aux tuteurs de résilience. Je vais essayer dans cette présentation de dépasser un impensé, en fait, des systèmes d'éducation de tous les pays, en fait, mais je vais me concentrer sur la France. Hein. Et pour cela, je vais employer la notion de violence, mais de proto-violence. Alors, on verra que micro, proto, ça se confond, mais pour dire ce sont des notions enfouies. D'abord, un point de vue général. La question de l'éducation inclusive et la problématique des micro-violences dans le contexte scolaire, je vais la contextualiser aux textes internationaux de l'UNESCO pour vous dire que ça ne vient pas de moi, c'est quelque chose quand même de très général. Et c'est une notion, la question de l'inclusion, qui est en plein développement. Depuis 1974, depuis la fin du XXe siècle, la notion d'éducation inclusive se développe, se répand dans le monde au moins occidental, dans les pays occidentalisés, pourrait-on dire. Sous l'impulsion de l'UNESCO, de ces grandes organisations, elles ont joué un rôle déterminant dans ce processus d'émergence, à travers des chartes ratifiées par de nombreux États membres, à travers des grands programmes internationaux, certains se produisent jusqu'en 2030. Vous avez par exemple, j'ai noté, en 2015, l'ONU qui va adopter une résolution visant à assurer l'accès à tous pour une éducation de qualité. Cette éducation de qualité est présentée pour lutter contre les inégalités
et garantir un accès dit équitable au savoir pour tous. C'est les grands textes de l'UNESCO qui, depuis 1974, abreuve tous les systèmes éducatifs, tous les systèmes politiques et nationaux. Alors, j'ai fait un état des lieux, ça depuis 2013, sur la question de ces textes internationaux, pour montrer finalement ce qu'ils ont comme cœur central. Avec mon collègue Laurent Husson, on a travaillé à ces questions-là, je la retravaille de manière littérale, et en fait, on trouve d'abord une première chose, c'est cette question de la prise en compte des minorités. En France, on pense plutôt handicap systématiquement, alors que les textes ne... Enfin, c'est un aspect spécifique de la question, mais comme je l'écris, c'est une prise en compte des minorités, les exclus de l'éducation ordinaire pour différentes raisons, qu'elles soient de genre, d'orientation sexuelle, d'origine, ethnique, de nationalité, économique ou handicap. Voilà sous le mot inclusion ou intégration ce que mettent les textes internationaux. Par contre, quand on fait l'analyse de ces textes, il y a trois mouvements qui sont assez marqués et que là, je vais pouvoir vous présenter. Il y a un premier mouvement, cette idéologie qui est de dire qu'un lieu de scolarisation, c'est mieux s'il est fait pour tout le monde. Et donc, c'est l'idée que c'est un lieu unique de scolarisation. L'idée phare des Nations Unies, de ces trentaines de textes qui ont fait l'objet de différentes analyses, dit toujours la même chose, un lieu de scolarisation unique pour accueillir tout le monde. Et puis, il y a une deuxième idée qui arrive, c'est qu'il y a un travail collectif qui est requis pour soutenir ce lieu qui serait de cette scolarisation. Et la troisième idée qui est depuis toujours présente, c'est que les systèmes éducatifs ont à s'adapter à la diversité du public. Ça, c'est la récurrence que l'on trouve dans l'ensemble de ces textes internationaux. Mais en 2021, j'ai trouvé un changement et je vais vous le faire partager. En 2021, il y a quelque chose qui change en fait. Il y a toujours ces mêmes trois thématiques. Hein. Il s'appelle Repenser nos futurs ensemble, un nouveau contrat social. Géraldine Sou vous en a présenté une partie, mais ça opère un renversement dans la rhétorique écrite. C'est désormais, disent-ils, au système éducatif à être transformé pour permettre à ce lieu de scolarisation unique d'exister et à ce travail collectif d'être opérant. Donc, dans le schéma, je le représente. Il y avait jusqu'en 2021 une forme d'égalité, un lieu de scolarisation unique, un travail collectif requis pour soutenir ce lieu de scolarisation, des systèmes éducatifs qui doivent s'adapter. Mais là, on change. À partir de 2021, c'est au système politico-éducatif de se transformer pour que ce lieu soit rendu possible et que ce travail collectif soit requis. Ce changement est important, on va le voir. Pourquoi il y a ce changement cette nécessité de changement en éducation finalement? Alors là, pareil, je suis simplement allé faire l'analyse de ces différents textes, en particulier de ce texte de l'UNESCO, pour voir comment il justifie de cette demande. En fait, ils s'aperçoivent de deux idées que je peux faire ressortir. En fait, ils s'aperçoivent que les inégalités ne disparaissent pas. Elles se transforment, mais elles restent là. Les injustices d'hier façonnent les inégalités d'aujourd'hui. Le texte dit « De nombreuses inégalités actuelles s'enracinent dans les exclusions et injustices d'hier. » Bref, on raccroche des couches à l'exclusion. La deuxième idée qui est assez intéressante, enfin, moi je trouve très intéressante quand on lit, c'est notre modèle éducatif. Alors, il parle de notre modèle de manière générique, mais quand vous allez dans tous les pays, même, vous voyez, c'est très différent. Mais il le présente comme ça. Notre modèle éducatif atteint ses limites face aux défis du XXIe siècle. Quels sont ces défis du XXIe siècle? La question de l'anthropocène. Alors, l'anthropocène, c'est quoi? C'est juste que nos techniques nous rendent suffisamment, nos techniques humaines sont suffisamment fortes pour aller au niveau des quatre éléments fondateurs. Les problèmes climatiques, etc., le changement que nous vivons. L'IA, dont on parle régulièrement, qui transforme notre rapport aux connaissances dans l'instant même présent, c'est le changement
notre modèle éducatif ancien, quels que soient les modèles présentés, transforment nos normes de vie et donc redéfinissent les notions de qu'est-ce qui est à savoir et qu'est-ce que serait l'inclusion. Le texte marque une chose importante que je traduis en fond. Si l'éducation, sous-entendu les systèmes d'éducation, l'organisation qui permet aux professeurs dans une classe, hein, c'est l'éducation de changement de la maternelle à l'université. Elle reproduira les inégalités et renforcera l'exclusion des minorités. Il y a donc toujours, selon les textes de l'UNESCO, pour le dire de manière générale, la nécessité de passer à un modèle d'éducation différent. On va dire ça pour l'instant comme ça, autre. Ils disent des choses intéressantes que je vais reprendre parce que ça va me servir. Ils disent à la fois l'éducation est un droit individuel et un bien commun. Un droit individuel, ça touche toutes les singularités que nous sommes, et un bien collectif, un bien commun, ça touche les organisations dans lesquelles nous vivons. Et donc, l'idée, disent-ils, il faudrait passer d'un modèle rigide à une approche qui respecte les singularités. Il faudrait penser, disent-ils, à former des individus épanouis et engagés dans une société plus juste. Et là, c'est un défi majeur parce que si ça se faisait, ça serait déjà fait et les problèmes seraient réglés. Comment concilier, c'est la question que je vais essayer de présenter, comment concilier l'individualité de chaque apprenant, de chaque personne, avec les exigences d'un collectif, que je vais nommer institution après les travaux de Géraldine. Je vais déjà présenter 3 freins majeurs à une éducation de type inclusive. Il peut y avoir des problèmes structurels, des contraintes institutionnelles, une gouvernance rigide. On a vu dans les présentations que ce n'était pas parce qu'il y avait une gouvernance démocratique que c'était mieux que s'il y avait une gouvernance qui n'était pas dite démocratique. Donc il y a des contraintes dans lesquelles s'inscrivent ces modèles éducatifs, et donc ce sont des contraintes. Les freins, ils peuvent être aussi épistémologiques, c'est-à-dire en lien avec les savoirs. On a une vision figée des savoirs et de leur mode de transmission. Les problèmes peuvent être aussi de type praxéologique, de type pratique et des discours sur les pratiques, en raison des habitudes, en raison des postures professionnelles, en raison des résistances au changement. Dès qu'on dit changement, il y a résistance et les gens n'ont pas envie de changer. C'est un problème. C'est donc un objet qu'on appelle, en France en tout cas, un objet à fort enjeu. Et c'est de là que je vais faire émerger sans doute la notion des micro-violences, voire ces violences enfouies, que je vais appeler proto-violences, qui vont renforcer ces 3 blocages et qui soient structurels, épistémologiques ou praxéologiques. Mais travailler à ces 3 dimensions, c'est nécessaire pour donner une place à chacun dans les systèmes où les personnes sont. Donc, je vais essayer de montrer que cette histoire de micro-violence est quelque chose d'extrêmement important si on prétend travailler à la question de la transformation des systèmes éducatifs. Avant cela, présentons quand même le phénomène de ce que seraient ces micro-violences, comment les définir. C'est ce que je vais essayer de faire dans ce deuxième moment. Alors, c'est étonnant, mais ce sont des actes banalisés, des actes quotidiens qui affectent les élèves. Bon, je vais vous en donner un exemple tout simple. C'est Schulz, un premier chercheur qui a travaillé ces questions à la crèche, et il change la couche de l'enfant. Elle prend son bébé, elle fait « tu pues !» Et puis elle regarde notre enfant, elle dit « tu pues !» Pas pareil. Voilà, les micro-violences se cachent un peu là. Voilà, juste pour signifier un petit peu. Ces actes quotidiens paraissent, voilà, qui sont là. Hein. Et alors, on a pas mal de littérature en France, on n'a pas beaucoup de littérature, mais sur les autres pays, oui. Sur les, alors, c'est pas tout à fait la même chose, c'est souvent lié au genre, aux discriminations des minorités, micro-agressions, micro-inéquité, domination implicite. En tout cas, je vais essayer de montrer qu'elles sont présentes dans l'ensemble du système éducatif français. Je vais me concentrer sur mon système, hein, voilà. Et je vais essayer de montrer que ces proto-violences
ces petits gestes du quotidien. Elles sont enfouies dans les règles et les traditions scolaires sur une autorité rigide, une autorité qui confond ordre social et éducation, ou ordre social et apprentissage. Quels sont en lien avec les postures professionnelles? Quels sont en lien avec une minimisation des effets? Ce n'est pas important. Et qu'elles sont en lien également avec des représentations sociales fortes. On accepte inconsciemment ce type de violence. On est soumis inconsciemment ou consciemment à ce type de violence. Mais l'idée clé que je veux soulever ici, c'est que c'est un problème à la fois institutionnel, structurel et singulier de chacun de nous dans notre position face à ces questions. Je donne une définition de ces proto-violences. C'est un phénomène, ou ce sont des phénomènes particulièrement donc insidieux et peu respectueux surtout de la dignité humaine. La dignité humaine, entendue par ce qu'est un être humain, qu'il soit au premier âge de la vie jusqu'à la fin de sa vie. Donc, c'est pas respectueux de la personne qui est en face de soi, c'est de ce qu'est un être humain en termes de choses pensantes et vivantes. Cette violence, je vais la définir comme invisible ou masquée, systémique, perçue comme normale par la plupart des gens, souvent justifiée par des raisons de discipline, reproduite et légitimée par l'institution à travers les éducateurs, qu'ils soient familiaux ou qu'ils soient dans l'école, et que c'est un héritage historique de la domination de certains adultes, majoritaires, mais minoritaires dans les faits, à l'égard des autres personnes qui peuvent être déclarées en situation d'enfant d'abord, et puis d'enfants qui seraient déclarés en situation d'élève. Pourquoi c'est important? Parce que il y a sans doute des effets de confiance extrêmement forts, des effets d'injustice, des effets d'isolement, je vais y revenir dessus, qui peuvent avoir des conséquences assez fortes pour nos démocraties en général. Le défi, c'est comment déconstruire ces violences implicites pour transformer l'éducation et bâtir des systèmes robustes, c'est-à-dire des systèmes qui arrivent à supporter la diversité qui se présente à elle. Géraldine en a parlé également précédemment. Alors, je vous mets un livre sur lequel on a travaillé. Pour vous dire quelque chose, cette idée, je la retrouve en France à travers les rapports institutionnels, les rapports en particulier du défenseur des droits en France, qui est une institution reconnue, et qui va dire Enfance et violence, la part des institutions publiques en 2019, je vous lis, les violences sont une réalité dans le quotidien des enfants au sein des institutions dans lesquelles ils sont accueillis ou pris en charge. C'est même un écho. Le fonctionnement des institutions publiques, dit-il, est susceptible en lui-même d'induire ou d'amplifier les violences faites aux enfants dont ils ont la charge. Ça va être sympa. Donc, cette dimension est importante parce que même en France, on s'aperçoit que des institutions qui sont en charge, merci, qui sont en charge de protéger, d'éduquer, ne font que reproduire les systèmes de violence. Alors, avec mon collègue Laurent Humbler, nous avons écrit un livre sur cette question. De quoi parle-t-on lorsqu'on aborde le sujet des micro- et des proto-violences? C'est entre dans le champ des micro-violences tout ce qui donne prédominance aux intérêts de l'institution sur les intérêts de l'enfant, qui se présente à travers le discours normatif des institutions, des normes, et surtout qui se présente comme bienveillant, qui se présente de confiance, de protecteur. Par exemple, en France, les lois
par exemple, en France, les lois de 2005, etc., sont rebaptisées loi de la confiance, loi de la responsabilité, loi de la bienveillance, parce qu'elles mettent en avant le fait que tous les enfants sont désormais de droit des élèves, notamment les élèves handicapés, sont de droit des élèves dans le système ordinaire. Ça, c'était en 2005. Ça veut dire, dès qu'on y réfléchit un peu, qu'avant, ils étaient ailleurs. Donc, c'est très étonnant, cette idée-là, en fait. C'est comme quand on dit en France, l'école est inclusive. Bon, soit l'école est pour tout le monde, soit elle ne l'est pas. Dire que l'école est inclusive, c'est du n'importe quoi, en réalité. Voilà, ça, c'est, on a aussi écrit pas mal de choses là-dessus, quoi. Voilà. Donc, première partie des proto et des micro-violences, mais c'est surtout que cette notion, elle peut être liée aux moyens qu'une autorité a d'établir un rapport entre obéissance et utilité, et pas entre accès au savoir. C'est toute la distinction et la nuance qui va être importante de saisir. Foucault, qui a travaillé sur ces questions, parlait d'une fabrique des corps dociles, mais qui ne se réalise pas à travers des coups, qui se réalise à travers l'intériorisation des micro-règles. On nous fait le coup avec l'écologie actuellement. Enfin bon, pardon, une parenthèse. Alors, pour donner corps à ce discours, j'ai mené une enquête. Il y a quelque chose qui ne va pas? Ah, ça va. C'est bon? Merci. C'est ma protectrice. Pour donner corps à ce discours, on a une équipe à l'Université de Rennes, il y a de nombreuses équipes, ils se chargent de me protéger en fait. Donc il y a Gérald Nisso, il y a Saïd Aïtabota, il y a Laurent, des enseignants que j'ai formés et qui en même temps m'ont formé. Et on consiste en fait à une équipe de travail. Et on a mené, avec mes doctorants et mes masters, on crée en fait une équipe qui travaillons. Et on a mené une enquête auprès de la formation des enseignants du premier degré à l'INSPE de Lorraine en 2024 sur des enseignants qui ont 23 ans de carrière, 23 ans, pardon, de carrière, 23 ans d'âge, voilà, en première année, donc en première instance de carrière. 150 étudiants qui se destinent au métier du professorat et de l'éducation en France, donc des gens qui ont vécu le système scolaire en le dépassant, hein, voilà, et qui arrivent à ce niveau d'études. L'objectif, c'était d'obtenir des données empiriques à tout ce que je viens de vous raconter, illustrant les tensions entre une inclusion programmée et puis ces discours déclarés d'anciens élèves. Les questions posées aux étudiants, si vous voulez y répondre, vous envoyez dans le chat, il n'y a aucun souci. Et puis alors, c'est au Mexique, donc c'est pas du tout le même rapport. Je n'ai aucune idée sur la question. C'était en France. Il y avait deux questions. Pouvez-vous nous raconter un souvenir difficile que vous avez vécu durant votre scolarité? Et puis, alors, donc, est-ce que vous pouvez vous le remémorer? Et puis un deuxième, pouvez-vous nous raconter un souvenir agréable que vous avez vécu devant votre scolarité, de la maternelle jusqu'à aujourd'hui, l'université comprise, hein, voilà. Et l'hypothèse sous-jacente, hein, qui était le fruit de cette question de type exploratoire, c'était que ces proto-violences affectent l'ensemble des usagers du système éducatif. Alors, les résultats, je vous le dis tout de suite, c'est présent à tous les niveaux de l'université, du système éducatif, de la maternelle à l'université, dans toutes les configurations institutionnelles observées. Et je vais donc vous les illustrer en vous les lisant, parce que franchement, c'est le plus simple, hein. En maternelle, donc ce sont des gens qui ont 22 ans, c'est-à-dire que ça s'est passé il y a entre 15 et 18 ans, hein, puisque c'est en maternelle. Lorsque j'étais en maternelle, mon enseignant nous obligeait à faire la sieste. Sinon, je n'avais pas droit à mon goûter ni à la récréation. En CP, j'ai demandé à ma maîtresse le droit de me lever pour aller aux toilettes et elle a refusé, malgré que je précise que c'était une envie pressante. De ce fait, ne pouvant plus me retenir davantage, je me suis uriné dessus. Cela se passait le matin et l'enseignante a refusé de me changer ou d'appeler un de mes parents pour qu'il m'apporte du change. En CE1,
En raison de la cartographie scolaire, en France, c'est en fonction du milieu où vous habitez, que vous allez dans l'école de quartier, quel que soit votre, enfin, sauf exception. J'ai été dans une école plutôt bourgeoise, alors que je venais d'un milieu plutôt défavorisé. L'institutrice me faisait sortir de la classe tous les jours, à chaque leçon de mathématiques, et m'envoyait en CP sans avertir mes parents. J'avais honte, et pendant les contrôles, elle disait aux autres élèves de faire des murs de classeurs pour que je ne copie pas. En CM2, il y avait une fille dans ma classe qui subissait des violences verbales tous les jours. J'étais la seule de la classe à lui dire au moins bonjour le matin. J'ai donc subi à mon tour les moqueries. Ah, tu parles à ce monstre, on ne te parle plus. Là, vous avez une idée assez intéressante, c'est que vous pouvez, si vous décidez de protéger quelqu'un, vous mettez vous-même en situation de vous faire, enfin, de vous faire marginaliser. Voilà. Discours déclaré. Hein. En collège, alors voilà, au collège, le souvenir marquant de ma scolarité en sixième, c'est une fracture du poignet que je me suis faite lors d'une séance d'éducation physique et sportive. J'ai beaucoup souffert et l'enseignante m'a dit que j'étais une petite pleurnicheuse parce que j'avais beaucoup pleuré lors de la classe. En quatrième, un professeur de maths a comparé une camarade avec la dinde de Noël, toute la classe a ri, et m'a également humilié, disant que dans mon cerveau, c'était le désert et que je n'arriverais à rien. Alors là, vous voyez, l'orientation va se faire parce qu'il y a de fortes probabilités qu'elle n'aille jamais en mathématiques pour la suite de son parcours scolaire. C'est ce qui ressort. Mais ce type de réflexion, ça peut avoir des influences immédiates sur du long terme. Vous voyez, ces proto-violences influent sur le devenir humain, en fait, tout simplement. Je ne vais pas plus loin, sinon je vais déborder, mais voilà. Bon, un prof de PS venait beaucoup, aimait venir beaucoup nous parler pendant qu'on se changeait au vestiaire. En BTS, là, BTS, c'est niveau Bac plus 1, 2 en France, j'ai subi pour la première fois le vrai racisme. Eux me voyaient avec une pommade, j'avais un nom kabyle, et me prenaient comme un point de comparaison avec les musulmans extrémistes. Je suis athée, et c'était la période des premiers attentats en France. Donc voilà une comparaison par faciès qui se dissimule sous une autre forme d'approche. Au lycée, ben là, c'est un professeur qui fait lever la nouvelle, la faire un tour sur elle-même et se rasseoir, très dégradant, déclare la personne. Il a également hurlé sur un élève en pleurs en disant « Vas-y, pleure, tu pisseras moins ». Voilà l'expression d'un fonctionnaire, agent d'État dans son exercice. Au collège, j'avais un dossier à rendre à ma professeure principale dans le cadre du stage de troisième. J'ai beaucoup travaillé sur ce dossier, j'en étais plutôt fier. Le jour du rendu dossier est arrivé, j'ai donné mon dossier à ma professeure principale et elle l'a lu en classe. Comme j'étais un des premiers, elle a dit devant toute la classe que ce dossier était trop bien pour que ce soit moi qui l'ai mené. Alors je me suis énervé, je l'ai insulté, j'ai été renvoyé 2 jours, mais la prof, elle, n'a rien eu. Il insiste ou elle insiste. Je me suis plaint ensuite au CPE, c'est-à-dire le conseiller chez nous qui règle la vie scolaire. Ça n'a rien changé. Voilà une réaction quand on parle de la violence. Voilà aussi des formes d'injustice qui peuvent avoir un effet extrêmement fort. Nous, en France, 98% des violences sont considérées comme le fruit des élèves, uniquement. Hein. Le professeur, il est absent de la zone des radars. Les évaluations internationales, c'est sous la zone des radars, cette question du rapport à l'enfance. Hein. Voilà, donc en seconde, j'avais une professeure d'anglais qui me terrorisait. Donc déjà, ben, c'est un rapport au savoir assez posé. Un jour, devant toute la classe, elle commence à me disputer car je ne participe jamais et que, je la cite, ça la gonfle les gens comme moi. Elle me force donc à participer tout en me pointant du doigt. Donc elle l'a forcé à participer pour mieux travailler son rapport à elle. En terminale, alors que j'avais de grosses difficultés en mathématiques, ma professeure de l'époque a jugé bon de m'enlever mon manuel scolaire et de me placer au fond de la classe en ajoutant devant toute la classe « ça ne va pas te servir car tu es trop nul ». Voilà
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces exemples? C'est d'abord une enquête réalisée sur une population privilégiée. Je les appelle les survivants du système éducatif. Master 1, Master 2. Je ne sais pas ce qu'il en est des 15 millions d'élèves qui sont passés, qui sont ailleurs. Je ne sais pas leurs souvenirs. Là, c'est juste des gens dont on peut dire qu'ils ont résisté à cette affaire-là. Il m'a fallu que 15 entretiens, les derniers entretiens en plus, pour les identifier, pour retranscrire, pour faire ressortir toutes les micro-violences, enfin, toutes ces violences du système éducatif français, à tous les niveaux, de la maternelle jusqu'à l'université. Et ce qui est étonnant, c'est que ce sont des phénomènes qui sont acceptés par tout le monde, y compris dans les formes de complicité ou de résignation. C'est-à-dire que moi, j'ai été témoin de ces choses-là sans jamais pouvoir le dire. Ça m'a fermé, je me suis senti mesulé, je n'ai pas pu dire. Mais bon, du coup, j'accepte. Ce qui veut dire que ce ne sont pas des caractères spécifiques, ce sont des caractéristiques génériques du rapport enfant-adulte, élève-enseignant, élève-institution. Les proto-violences sont inscrites dans la culture. À ce stade, je veux apporter un point de vigilance très fort. Mettre à jour, comme je viens de le faire, les micro-violences scolaires peut paradoxalement contribuer à les invisibiliser. C'est ce que je vais vous dire là. J'ai regardé dans la littérature ces questions-là et on voit une chose, c'est que quand il y a des controverses sociales comme celle-ci, il y a souvent deux étapes qui se passent. La première étape, c'est une indignation initiale. Les gens sont outrés. Alors, on le voit avec la violence des... Alors, je vais le dire après, donc je le dirai, je le dis pas maintenant. La première, il y a des réactions émotionnelles et rejet collectif. Et puis la deuxième, dans le temps, c'est qu'il y a une forme de normalisation et on s'habitue. Et en s'habituant, eh ben, le problème reste comme il est. Ça s'est vu dans les recherches que j'ai menées, c'est les sociologues qui les ont assez bien montré, sur la crise de la vache folle en France, une menace perdue comme inacceptable qui est devenue une réalité admise. Très rapidement, on le voit avec la COVID-19, où il y a eu un phénomène qui a été jugé extrêmement fort et progressivement, il s'est intégré dans la routine sociale. Et puis, ça ne nous a pas servi de discuter le rapport à la peur, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? 5 minutes, c'est ça? Merci, c'est parfait. Je suis dans les temps. Et les violences éducatives, la violence envers les enfants, elle est d'abord choquante. Il y a un enfant sur 5 dans le monde occidental qui est violé régulièrement, 1 sur 5, et ces questions, j'avais dit 15 minutes. Voilà. En contrepoint de ces violences-là, il y a des micro-attentions dans le rapport élève-enseignant, et il me semble important de vous les montrer rapidement cette fois-ci. Par exemple, une personne qui dit « Durant mon année maternelle, une maîtresse que j'adorais m'aidait beaucoup pour surmonter mes difficultés et à atteindre mes objectifs. Un jour, l'enseignante a dit à ma maman, donc ça veut dire que c'était en maternelle, « Sam réussira toute sa vie et il ira très loin. » Cette phrase m'a beaucoup marqué et m'a touché. Elle restera à tout jamais gravée dans ma vie. Il s'en souvient encore 23 ans après. Enfin, c'est étonnant, en fait, ce basculement. Il y avait un jeune homme sourd en CP. Durant ces moments de chorale, la directrice avait à cœur à apprendre tous les chants de la langue des signes pour qu'il puisse aussi participer. Là, il y a des gestes techniques. En CM1, notre maître avait installé un énorme aquarium en classe. Chaque élève avait un poisson attitré. Cela a créé une vraie responsabilité et beaucoup de motivation. Je vais, voilà, je vais voilà, je vais en rester là. C'est juste pour en témoigner, puisque je vais vous faire un point sur l'interprétation que je veux vous dire. C'est que sur la question du schéma des relations éducatives, il y a une dynamique en tension, c'est-à-dire qu'on voit que les proto-violences, elles mettent les gens dans l'isolement. Cet isolement, il renvoie à une rupture progressive du lien social avec risque de désocialisation.
Alors que les micro-attentions, on voit qu'elles sont plutôt dans le rapport humain, dans la socialisation, dans la reliance, et que ça permet simplement d'aller un peu plus loin. Il faut savoir que l'isolement et la désocialisation, c'est un facteur majeur de mortalité précoce. Les méta-analyses les plus récentes montrent que l'isolement et la solitude augmentent le risque de mortalité prématurée. Une autre méta-analyse montre que l'isolement a un effet comparable au tabagisme, à l'obésité et à l'alcoolisme. Donc, vous voyez, ces micro-violences qui entraînent de l'isolement, ce qui est grave, c'est l'isolement qu'elles peuvent provoquer chez les personnes. L'isolement, s'il n'est pas compensé par des formes de reliance, devient un risque sanitaire au même titre que les comportements à risque bien établis. Alors, je vais voir ce que je garde. Pourquoi les protoviolences peuvent produire de l'isolement? Ben parce qu'elles sont normalisées par l'institution. Merci. Et qu'elles témoignent de décalage entre l'élève et son environnement. Par exemple, sur le deuxième, le professeur me disait que dans mon cerveau, c'était le désert, que je n'arriverais jamais à rien. Ça renforce le sentiment d'inutilité. C'est la première étape vers l'isolement éducatif, etc. Les protoviolences imposent une rupture non dite du lien social, ce qui contribue à installer la personne dans une dynamique de retrait progressif. Et ça concerne un petit peu tout le monde. Les micro-attentions, elles ont pour fonction, elles, de briser le lien et réintroduire des espaces de reconnaissance et d'intéressement réciproque. Là où je veux insister, c'est que c'est la force des micro-attentions. Elles permettent de s'inscrire au sein même des processus de reconnaissance et qu'elles permettent de reformer un lien éducatif. On a vu qu'il n'en fallait pas beaucoup pour que ça change. Elles jouent un rôle structurant contre la désocialisation, mais elles demandent à être protégées par nos institutions. Ça, c'est le dernier point sur lequel je vais insister, si on me laisse un peu de temps. L'institution scolaire, elle va se situer entre l'institution et les enseignants, mais elle va se situer entre l'institution et les parents, avec des exigences qui sont réciproques. Elles vont se situer entre les enseignants et les parents, elles vont se situer entre les enseignants et l'élève. Entre les élèves et les élèves, ce n'est juste qu'une reproduction des formes de violence vécues ou de micro-attention. Et entre l'élève et l'institution, c'est le système qui invisibilise et méconnaît la place et la parole de l'élève. Pourquoi en parler n'en suffit pas? Le problème de les énoncer se fait au risque, je vous l'ai dit, de les faire disparaître. Donc, il y a nécessité d'un engagement de chacun, institutionnel et personnel. Sans cela, rien ne fonctionne. Du coup, il y a deux scénarios qui se dégagent. Soit il y a une conscientisation sans action, ce qu'on est en train de faire ici, normalisation et poursuite des dynamiques de violence. Soit il y a une conscientisation et suivi d'action, et ça demande une reconnaissance institutionnelle au niveau N+1 dans lequel chacun de nous sommes. Alors, comment basculer vers cette reliance éducative? Que fait-on maintenant que chacun de nous sait cette question du point de vue de l'enseignant, des institutionnels ou des parents? Une première définition, c'est éduquer, c'est cette agentivité, c'est-à-dire cette façon d'agir à la fois de manière singulière et collective. Et en fait, c'est simplement donner envie d'avoir envie. Ce n'est pas plus que ça en réalité. Parce que si j'arrive à donner envie, à avoir envie à celui qui est à côté de moi, que je sois en position de direction ou position d'enseignant ou d'élève, la question se pose peu, disparaît, mais avec des institutions qui protègent les agents dans ce positionnement-là, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Alors, il y a des voies possibles, et ces voies possibles, dans ce colloque, moi, je les ai entendues en tout cas, et c'est des voies qui ont été portées. Alors, par exemple, voilà, sur le Mexique, l'attitude envers l'égalité des genres, l'égalité des droits et des migrants et des minorités au Mexique, Andreas nous a dit qu'il y avait des meilleures attitudes envers les migrants que dans les pays d'Europe. Pardon. Andreas nous a dit qu'il y avait des meilleures attitudes du Mexique relativement aux pays d'Europe. C'est pas, alors, il exprime sous des formes d'utilité, mais moi je l'exprime sous la forme d'une attention qui est sans doute différente à la diversité. À suivre, je ne sais pas. Et puis,
ce matin, à l'ère de l'IA, et qui va avec l'Anthropocène, un recrutement et une formation des enseignants peut être organisé, centré sur, je cite, la gentillesse, la curiosité, la persévérance, la créativité, hein, nous a dit Philippe. Voilà. Donc, ce sont des notions assez intéressantes, mais qu'il faut qu'ils soient protégés par l'institution du point de vue du territoire. Et puis, dans un symposium, il y avait la question de l'enseignant qui était immergé. Alors, c'est ça, l'enseignant qui est immergé. J'ai vu que vous travaillez, certains d'entre vous travaillez sur Paulo Freire. L'enseignant est immergé dans les structures de pouvoir. Il reproduit lui-même, bien souvent, les logiques, consciemment ou inconsciemment, je l'ai montré. Voilà. Donc, l'oppression, si vous voulez, elle ne réside pas seulement dans les rapports extérieurs, mais dans l'acte même de la relation qui confond l'accès au savoir et le maintien de l'ordre. Et d'un symbole qui me semble essentiel, je l'avais énoncé en introduction et c'est mon mot de conclusion, merci pour votre indulgence, c'est donner une place qui ait du sens, mais pour ça, il faut transformer des maîtres ignorants, des maîtres qui sont en situation de ne pas être sachants, de ne pas maîtriser leur objet qu'ils enseignent, justement pour permettre à cet objet d'émerger et aux gens de pouvoir y participer. Je continue là-dessus. Merci infiniment. Merci beaucoup. Pues agradecemos infinitamente al doctor Jean-Michel Pérez por esta notable participación y tenemos un par de preguntas. La primera sería, ¿cómo es el resultado real de las políticas en Francia sobre las microviolencias en los docentes? Maite lo va a decir en francés. Euh, Quel est le résultat réel des politiques en France sur les microviolences dans les professeurs? Je n'ai rien compris à la question. Alors oui, merci, pardon. Plus je ne comprends pas les questions, c'est difficile d'y répondre. Mais en fait, j'ai plein d'aide de gens qui m'aident, donc en général, ça va à peu près. À la fin, je m'en sors. Alors, c'est une notion nouvelle. En 2012, je n'aurais jamais pu présenter ce travail dans ma communauté ou dans les INSPE. Je suis dans la formation des enseignants. Aujourd'hui, je peux communiquer. Bon, vous verrez les publications, c'est en train de contaminer le système. Pour l'instant, on en est juste au premier niveau de conscientisation. J'ai des étudiants qui m'écrivent régulièrement, ça part dans tous les sens. On est plus assez pour travailler sur ces questions. C'est une question qui devient sensible. Pour l'instant, elle n'est pas encore comprise ou entendue par les pouvoirs publics, par les institutions, mais voilà, c'est une question émergente. Tu voulais rajouter? Et puis, c'est une question qui est taboue. On travaille beaucoup avec des enseignants qui sont offusqués parce qu'ils ont travaillé tout leur système éducatif et dans cette condition, ils ont été témoins ou même ont été reproducteurs de ces violences-là. Ils ont été considérés par l'institution comme très bons, justement, très efficaces du point de vue de la reconnaissance institutionnelle. Il y a des obstacles extrêmement forts. Pour la petite histoire, le médecin qui a, à la fin du 19e siècle, qui a dit qu'il fallait se laver les mains pour passer des corps morts aux corps vivants, a terminé radié de l'ordre des médecins, mort en hôpital psychiatrique, en prison, pardon. Voilà, il y a quand même, et là, je suis encore là, donc ça va, mais c'est des questions qui sont quand même très fortes parce qu'elles touchent quand même notre intériorité. Voilà, hein, sur ça. Merci. Y la última pregunta. Es un reto muy grande el detectar y combatir la microviolencia. Hasta cierto punto, las generadas por otros estudiantes son entre pares. Pero, ¿existe alguna consecuencia para los docentes o administrativos que ejerzan estas microviolencias? C'est une étape très importante pour détecter et combattre la microviolence. Point que certains jeunes. J'ai une rupture de micro en plus. Mais il y a des conséquences pour les universitaires ou les administrateurs qui commentent des microviolences. Alors, si j'ai bien compris, c'est la conséquence de déclarer Vous pouvez répéter la... Oui, Ou quelqu'un m'aide, en fait.
c'est une étape très importante pour détecter et combattre la microviolence, Oui. au point que certaines générations des autres étudiants sont obligés de l'abandonner parmi leurs pairs. Mais il y a des conséquences pour les universitaires ou les administrateurs Oui, qui d'accord. commettent des microviolences. Alors, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas dans la répression des... Nous sommes tous des bourreaux. Einstein disait, les technologies d'aujourd'hui ne sont utilisées que par les bourreaux que nous sommes. C'est-à-dire qu'en gros, il disait que nous sommes tous des bourreaux de l'éducation. Donc, mon propos, il n'est pas de dire, il y a des gens qu'il faut sanctionner. Nous sommes tous à sanctionner de ce point de vue-là, moi le premier. Mais c'est le fait de dire, de reconnaître qu'on est simplement brutal au regard de nos relations et de pouvoir en discuter et donc de pouvoir en échanger, ce qui fait baisser ce taux-là. Plus on sera nombreux à reconnaître que nous ne sommes que des animaux un peu brutaux, mieux ce sera. C'est ça l'idée. Ce qui me semble important aujourd'hui de voir, c'est de se rendre sensible à cette question et de ne pas se faire exclure de la communauté où on est. C'est-à-dire d'être quand même dans une position ambivalente, d'où l'intérêt de rentrer dans les structures de pouvoir. Je suis directeur d'une unité de 9 laboratoires de recherche à l'Université de Lorraine. Ça représente 450 enseignants-chercheurs, etc., etc. C'est toute une position, mais par ces biais-là, en rentrant dans l'institution et en ne pas se confrontant directement, mais en ayant une position de subversion de l'intérieur des institutions, ben, on peut agir beaucoup plus facilement et dans le sens à la fois du collectif et de notre envie, en fait, en réalité. Voilà, ce qui amène à des choses très, très intéressantes. La Lorraine est première université à avoir accueilli des enseignants-chercheurs, maîtres de conférences identifiés handicapés. Voilà, alors je me suis fait pas mal d'ennemis à cette occasion-là, mais en même temps, c'est quand même assez émouvant, toutes ces situations-là. Voilà, donc à chaque niveau de là où on est, essayer de faire simplement, faire un peu attention à ce qu'on fait. Et si on a fait mal, ben on a fait mal, qu'on en rit un peu, quoi. Qu'on a un peu d'humour par rapport à notre prétention. Voilà ce que je voudrais dire sur la sanction. Oublions la sanction, quoi. Arrêtons la sanction. Voilà. Ce qui ne veut pas dire laisser faire les gens, hein, vous avez compris. Le premier qui essaie de faire quelque chose. Voilà. Pardon. Merci, merci. Pues agradecemos enormemente al doctor Jean-Michel Péguez por su notable participación, así como le haremos entrega de un merecido reconocimiento por su participación en esta conferencia magistral.